Bonjour, c'est moi le mec sur YouTube qui parle d'animé et je suis de retour après presque un an de silence radio. Waouh! Mais c'est pas grave parce que c'est un retour en force. Dans cette vidéo, je vais vous parler des scènes d'action dans les animés. On va voir comment elles fonctionnent, musique, animation, caméra, etc., etc. Il n'y aura pas vraiment de spoiler, mais je vous mets quand même la liste des animés qu'il y aura dans cette vidéo avec leur épisode respectif. On commence avec une scène de l'épisode 9 de Vivy Fluorite High Song, qui est donc le combat entre les personnages de Vivy et Kakitani. Bon, alors déjà, on a un premier truc qui est très intéressant et qu'on va retrouver très souvent dans la plupart des autres scènes d'action, c'est que pour créer d'une certaine façon de la puissance, pour que le spectateur puisse ressentir de l'impact, que ce soit des chocs lors d'un coup ou quoi que ce soit d'autre, pour créer cet impact, il va falloir jouer en fait avec ce que le spectateur est capable de ressentir au son et à l'image. Pour essayer de créer de la force, on se contente pas juste du coup porté par Kakitani, donc qui l'entraîne dans sa chute, mais on va vraiment mettre deux mouvements en opposition l'un avec l'autre. Donc il y a un premier impact qui est créé, qui est celui lorsque Kakitani attrape les cheveux de Vivy. Et le deuxième impact, c'est celui de l'interruption du mouvement de Vivy qui a commencé à se déplacer dans une direction opposée pour tenter d'esquiver le coup. Donc ça double un peu l'impact de la force. À ça va s'ajouter un autre phénomène sur lequel on reviendra plus tard, mais qui est le fait que brièvement, dans ce plan-là, il y a une force de levier qui s'applique sur le dos de Vivy. Et la force de levier, c'est un phénomène qui amplifie, enfin qui peut amplifier la quantité d'énergie qui est dégagée. Et il se trouve que, mais ça on y reviendra dessus plus tard, il se trouve que la force de levier c'est quelque chose auquel l'esprit humain est quand même relativement sensible, et donc c'est un bon mécanisme pour créer, parce qu'en fait c'est tout ça, c'est ça le cœur d'une scène d'action, c'est de créer une force qui est fictive et qui n'existe pas. Et justement, donc comme je le disais, la force de levier c'est quelque chose que l'esprit humain ressent assez bien. Ensuite, dans le plan suivant, on a une caméra qui est très dynamique, qui bouge un peu dans tous les sens, puisque les deux personnages sont en chute libre. Puis on a un ralenti sur la main de Kakitani qui dégaine son pistolet, et qui va créer de l'anticipation pour la réponse de Vivy qui arrive dans le plan suivant. Et ensuite, on a brièvement un plan chaotique, donc c'est-à-dire un plan qui est très très court, avec des informations visuelles qui sont pas très nettes, qui mettent justement un peu le spectateur dans une situation chaotique, parce qu'il a du mal à obtenir les informations sur la situation. Ensuite, on a ce plan-là qui est super intéressant, qui va créer une rupture dans la narration, parce que c'est ça qui est super important dans les scènes d'action, mais même au-delà des scènes d'action, juste dans la narration ou la cinématographie en général, c'est de mettre des éléments en contraste pour créer un effet de montagne russe. Et donc ici, la forme que ça prend, c'est qu'on vient d'avoir plein de plans super dynamiques avec beaucoup d'actions visuelles, et si on a envie que le spectateur s'ennuie pas et que les prochains plans aient toujours l'impression d'être dynamique, eh bien il faut marquer une rupture, et cette rupture on l'a ici. Donc après avoir eu une caméra très mobile qui tournait autour des personnages, qui accompagnait un peu la chute, ici comme on le voit on a une caméra qui est très très fixe et qui a des mouvements très lents. Mais il y a aussi une autre rupture qui se crée au niveau des angles, c'est-à-dire que dans les plans d'avant on avait des lignes horizontales, c'est-à-dire l'action se passait horizontalement de Vivy qui se rapproche à Kakitani pour essayer de s'emparer de son pistolet, donc un mouvement horizontal. Et dans le plan suivant, comme le but c'est de marquer une rupture, on a un mouvement vertical qui vient casser toute la dynamique d'anticipation qui avait été créée précédemment. Et ça s'arrête pas ici, parce que maintenant la caméra va suivre très discrètement les mouvements du corps des personnages, enfin en particulier les mouvements du corps de Kakitani. Donc au fur et à mesure que Kakitani roule sur lui-même, la caméra continue un peu de tourner de droite à gauche, et au plus il se rapproche de la caméra, au plus les mouvements s'accentuent. Dans ce plan-ci, vous le reconnaîtrez peut-être si vous avez vu la vidéo d'analyse sur SNK, mais on a de nouveau un Dutch angle, c'est-à-dire un angle de caméra avec l'horizon qui est de travers. J'avais dit que généralement cet angle il était utilisé pour déstabiliser le spectateur, pour lui faire perdre ses repères et le mettre mal à l'aise. Ici, ça a une toute autre utilité qui est d'ailleurs très très créative. C'est que ce qu'on va voir maintenant, on a le premier personnage de Kakitani qui reste immobile au sol, et puis on a Vivy qui arrive et qui se met à courir vers lui. Ce que le Dutch angle permet de créer dans ce plan-ci, c'est deux choses.
D'une part, ça accentue la gravité, c'est pour ça que quand on voit Vivi qui court, elle est un peu inclinée vers la droite pour créer du mouvement plus lourd et donc plus marquant. Et d'autre part, ça va permettre à ce que le mouvement de Vivi ait une trajectoire courbée plutôt qu'une trajectoire rectiligne. Et ça, en animation, c'est super important parce que les mouvements qui sont droits, qui sont rectilignes, c'est des mouvements qui sont généralement beaucoup moins intéressants visuellement que des mouvements circulaires, sphériques ou en forme de courbe. Et ici, évidemment, Vivi, elle court tout droit vers son adversaire, mais grâce au Dutch Angle et grâce au mouvement de caméra, de notre point de vue, sa trajectoire trace quand même une courbe, ce qui, croyez-moi, rend le mouvement 10 fois plus esthétique et intéressant. Ensuite, dans le plan suivant, comme vous pouvez le voir, le mouvement circulaire est préservé grâce à la rotation de caméra. Donc une fois de plus, la caméra ici est fixe pour pouvoir focaliser l'attention sur le bras de Kakitani, mais la caméra tourne légèrement sur elle-même. Et non seulement le fait qu'elle aille dans le sens anti-horaire crée une opposition, parce que le mouvement circulaire de Vivi allait de gauche à droite, et comme ici on est du point de vue de l'ennemi de Vivi, bah on va de droite à gauche. Enfin, c'est un mouvement de droite à gauche qui est induit avec cette rotation, mais en plus, on va recycler d'une certaine façon le mouvement du plan précédent pour le redynamiser et le rendre encore plus intéressant parce que du coup maintenant la simple courbe devient un peu un S puisque la rotation de caméra fait remonter un peu la courbe. Ici, comme je le disais tout à l'heure, pour mettre en avant du mouvement, on va mettre ce mouvement en contraste avec, par exemple, des ralentis. Ici, en gros, on a un plan rapide, lent, rapide, lent. Puis ici, il y a un petit décalage avec le coup de feu qui part pas tout de suite. Et puis seulement, on se met à suivre la balle, donc on a de nouveau un plan rapide. Puis on a encore un ralenti. Et tout ça, ça rend le plan super dynamique. Et au lieu d'avoir un gros mouvement uniforme, eh ben, on peut isoler toutes les informations séparément pour toutes les rendre individuellement plus impactantes. Au moment de l'explosion, on a un dézoom rapide puis progressif pour représenter la décharge d'énergie d'une explosion. Ensuite, dans la deuxième partie du combat, on a les deux scènes différentes qui ont lieu à deux endroits différents qui se synchronisent en même temps que la musique pour démarrer l'action avec un maximum d'impact. Ce qui va être ensuite intéressant ici, c'est le jeu de regard. On a dans ce plan-ci le regard qui est fixé sur ce robot et puis au moment où on change, on est sur les yeux de Kakitani, brièvement, juste avant qu'il se mette à tirer avec son pistolet. Donc notre regard va intuitivement descendre vers les coups de feu et démarrer un mouvement de gauche à droite. Dans le plan suivant, on a le personnage de Matsumoto qui est à gauche et le personnage de Vivi qui est à droite. Donc notre regard va vouloir passer d'un personnage à l'autre en continuant d'aller de gauche à droite. Et là, pour créer une action dynamique et pour créer en quelque sorte du chaos, et c'est ça qui est important dans les scènes d'action, c'est d'être capable de créer du chaos sans perdre le spectateur, en étant sûr que toutes les informations qu'on veut lui parvenir puissent bien lui parvenir. Et donc le mouvement de gauche à droite ici, il commence, mais immédiatement, Vivi va sauter et les deux personnages vont inverser de position. Alors, non seulement le mouvement de regard de gauche à droite, il nous met dans une situation de dynamisme et de chaos, mais il nous a aussi permis de capter les quelques frames, puisque notre regard était à gauche sur Matsumoto, il nous a permis de capter l'information que Vivi a utilisé un de ses petits cubes et que elle va s'en servir un peu comme bouclier dans le plan suivant. Donc on a à la fois un plan dynamique et déstabilisant pour le spectateur, pour le mettre dans le feu de l'action, mais en plus tout est super bien soigné pour qu'on puisse obtenir toutes les informations essentielles au bon déroulement de la scène en fait. Là, Vivi utilise son bouclier comme un projectile et c'est un lancer qui est particulièrement puissant et particulièrement impactant parce qu'il y a d'un seul coup plein de techniques différentes qui sont employées en même temps pour appuyer la puissance de son lancer. D'une part, on a un cut de caméra et un rapprochement de la caméra de Vivi, donc ça rend déjà le mouvement dynamique. Ensuite, on a son lancer qui va former une trajectoire courbe, donc comme je l'ai dit, les courbes, c'est toujours mieux, c'est toujours plus intéressant. Mais ce qui va être particulièrement efficace, c'est deux choses. D'une part, c'est le fait qu'elle va utiliser, comme je l'avais évoqué plus tôt, j'avais parlé de la force de levier au début. Ici, c'est pas exactement la force de levier, c'est plutôt l'accélération tangentielle, qui est un peu la même chose que la force centrifuge, mais en gros, c'est aussi un type d'accélération auquel l'esprit humain est particulièrement sensible. Et donc comme on le voit, elle plie son bras en arrière au moment du lancer et elle l'utilise en fait comme un trébuchet et ça donne énormément de vitesse au projectile. Et la deuxième chose, c'est le fait qu'au moment où le projectile
quitte sa main, il quitte aussi le cadre, il quitte le plan et il disparaît. Puis dans le plan suivant, qui est centré sur Kakitani, on a un très très rapide dézoom qu'on peut pas voir si on met pas la vidéo au ralenti, qui donne au plan beaucoup de vitesse. Et ensuite, comme dans le plan précédent, on a un projectile. En fait, la vitesse et la puissance du projectile, cette information, elle nous est pas vraiment énormément apportée par le lancer, mais c'est plutôt le cadre du plan qui va donner de la vitesse au projectile, parce que le fait qu'il disparaisse au moment où il est lancé et le fait qu'il n'apparaisse que très très rapidement dans le plan, dès qu'il apparaît, il disparaît au champ de l'autre côté du plan, c'est ça vraiment qui lui donne de la vitesse et de la puissance. Et ensuite, directement dans le plan suivant, on rebondit avec les informations de ce qu'on vient d'avoir, c'est-à-dire que on a vu que Kakitani s'était abaissé pour esquiver le projectile, et donc là, ce que la caméra va faire, c'est qu'elle va se mettre en contre-plongée puisque Kakitani est abaissé vers le sol, et elle va se redresser en même temps que lui se redresse. Et comme on le voit, hop, ça permet de faire en sorte que Vivi surgisse à l'écran d'un seul coup plutôt que de la voir courir vers lui. Et c'est pour cette raison que le plan de caméra a changé, qui s'est mis en contre-plongée. C'est pour créer de la surprise avec l'apparition de Vivi à l'écran, et ça a été dissimulé subtilement avec le fait que la caméra suive le mouvement des personnages. En fait, les mouvements de caméra, c'est super important et c'est super essentiel, mais c'est aussi important de les dissimuler. Dans les deux plans qu'on vient de voir, on voit clairement qu'en fait, priver le spectateur d'informations, généralement ça ne peut être que bénéfique pour la qualité de la scène et pour le ressenti du spectateur. Et là où beaucoup trop d'animés se gourrent, c'est en voulant tout le temps submerger le spectateur d'informations avec des personnages qui ont des monologues par-ci, des monologues par-là, des plans trop lents ou trop évidents, trop prévisibles, trop centrés sur l'information telle qu'elle, plutôt que de vouloir utiliser justement le manque d'informations pour créer quelque chose de beaucoup plus dynamique que si on était entièrement focalisé sur ce qui se passe à l'écran. Alors ici maintenant on va avoir un plan qui est relativement long et relativement statique. Donc intuitivement on va avoir tendance à se dire que c'est peut-être un plan qui va faire baisser la tension. Mais c'est pas du tout le cas. En gros, ce qui est super intéressant dans ce plan, c'est que on a pour la première fois dans la scène une espèce de neutralité de la caméra qui va venir déstabiliser le spectateur. Ce que je veux dire par là, c'est que tous les plans précédents qu'on a vus, c'était des plans qui prenaient position, soit du point de vue protagoniste, soit du point de vue antagoniste. Donc quand Kakitani exécutait une action, s'abaisser, tirer, prendre son revolver, la caméra se mettait de son point de vue ou était centrée sur lui, s'axait soit sur son mouvement, sa position, etc. Quand il tombait, on avait des mouvements qui l'accompagnaient. Et pareil, quand Vivi fait une roulade, attrape un objet, projette quelque chose ou court, on a la caméra qui est constamment en train de prendre parti, de nous dire ici on est centré sur ce personnage, ici on est centré sur l'autre personnage. Et donc en nous conditionnant à ça, en nous conditionnant à ce que ce soit la caméra qui va nous donner l'information de lequel des deux personnages va exécuter la prochaine action, lequel des deux personnages est en train de dicter le rythme, donc c'est-à-dire lequel va agir et lequel va réagir. Et ici, d'un seul coup, alors qu'on a été habitué à cette dynamique-là, on se retrouve complètement largué parce que le plan est fixe, neutre, donc les deux personnages ont autant d'importance l'un que l'autre dans le plan, et en fait en tant que spectateur, on n'a aucun moyen de savoir lequel des deux a l'avantage, lequel des deux est en train d'agir et lequel des deux est en train de réagir. Et ça, contrairement à ce qu'on pourrait penser intuitivement, ça fait complètement monter la tension parce que très clairement la scène est consciente de cet effet-là. Et donc pour continuer à déstabiliser le spectateur, on a d'un coup les personnages qui commencent à exécuter des chorégraphies complètement imprévisibles. Donc là où dans un cadre plus réaliste, le personnage avec un revolver va avoir tendance à être en avantage, ou si un personnage est dans le dos d'un autre personnage, bah, c'est lui qui a l'avantage. Ici, on peut jamais vraiment savoir qui est vraiment dans une position d'avantage parce qu'on sait jamais de quelle façon ils vont donner leur prochain coup. On a Vivi qui littéralement esquive une balle en sautant à 5 mètres de haut, Kakitani qui se plie en deux pour amener son pied de l'autre côté du truc. Et donc en amenant pas vraiment cette neutralité, mais cette illisibilité dans leur chorégraphie, donc le fait qu'on n'est pas capable, en voyant leurs coups, de savoir qui est en train de prendre l'avantage, mais aussi en utilisant ce même effet au niveau de la caméra, bah, on a la tension qui monte parce que d'un seul coup,
Parce qu'on a l'impression d'être vraiment dans l'action en fait. Et puis lorsque finalement l'un d'entre eux prend l'avantage, c'est-à-dire Kakitani arrive à donner un coup et à projeter Vivi, et c'est là que la caméra va vraiment sortir du cadre qu'elle venait d'établir, un cadre statique, et ben on a l'intervention du troisième personnage Matsumoto qui vient, et ce plan-là va créer une anticipation pour le coup qu'il va porter. Et le fait justement, comme je disais tout à l'heure, de masquer l'information, en fait c'est totalement bénéfique parce que on ne voit pas le moment où Matsumoto fonce sur Kakitani, et le plan suivant est complètement immobile jusqu'au moment où on voit Kakitani qui s'est pris le coup et qui tombe au sol. Donc au lieu d'avoir l'impact d'un coup seulement à un seul moment, c'est-à-dire au moment où on verrait le coup porté, bah, on a un plan d'une demi-seconde, de 3/4 de seconde, où on voit pas ce qui est, et dans notre esprit, en fait, ça s'imprime, et ça crée d'une certaine façon beaucoup plus de puissance. Ensuite, ici, on a quelque chose de super intéressant, qui est, comme on peut le voir, que Kakitani, il fait des petits sauts en reculant. Ça nous indique, un peu comme les sportifs, s'il fait des petits sauts, c'est parce qu'il est en train d'essayer de préserver, de garder la vitesse que son corps a reçue du coup. Et donc on devine un peu astucieusement à ces petits sauts qu'il a l'intention d'utiliser l'énergie qu'il vient de recevoir pour la rediriger contre son adversaire. Ensuite, on le voit dégainer sa lame, aussi de façon super dynamique, non seulement parce que c'est un ralenti, mais aussi parce que, à nouveau, on met en opposition deux forces différentes et deux forces opposées, c'est-à-dire la force qui va de droite à gauche de sa main qui dégaine la lame, et la force de son bras qui contient le fourreau de la lame qui va de gauche à droite. Et ça crée un mouvement plus dynamique, parce qu'il y a deux forces qui sont mises en opposition. Ensuite, on a exactement le même phénomène qui se passe dans le plan suivant, mais à plus grande échelle. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui va rendre le coup plus dynamique. C'est qu'on a de nouveau une opposition entre deux forces, celle de Kakitani qui se jette sur Matsumoto et celle de Matsumoto qui se jette sur Kakitani. Donc on a une combinaison de deux forces qui se concentrent dans l'impact du coup. Et puis on a le plan du contre-coup où de nouveau pour appuyer la puissance de cette force, on voit la force résiduelle de ce coup-là avec les parties de Matsumoto qui se désassemblent mais qui gardent globalement la même forme parce qu'il était, au moment où il a reçu le coup, il était en pleine accélération, donc il garde encore la vitesse qu'il avait au moment où il s'est fait frapper. Alors maintenant pour la deuxième scène d'action qu'on va voir, ça va être Archer versus Lancer de Fate Unlimited Blade Work. Mais avant de commencer, j'aimerais revenir sur quelque chose que j'ai mentionné pas mal de fois dans la scène précédente, qui est le contraste, et notamment le contraste avec les ralentis, avec des mouvements rapides et des mouvements lents. En fait, ça c'est un phénomène de décalage d'anticipation, donc j'invente un peu des termes au fur et à mesure que j'avance par souci de clarté pour qu'on se comprenne, mais ce que je veux dire par décalage d'anticipation, c'est que en gros, quand on est plongé dans une scène d'action, instinctivement, on anticipe des mouvements. Donc quand on a un personnage qui recule son poing, bah, nous, notre esprit va déjà prédire le fait que la prochaine action, ça va être un coup de poing. Et ça, en soi, c'est déjà quelque chose de dynamique. C'est déjà anticipation, action. Mais il y a une technique qu'on retrouve vraiment très souvent, autant dans les scènes d'action d'animation japonaise que dans d'autres choses, et d'ailleurs, on va en parler brièvement, c'est le fait de créer justement un décalage. Le fait, par exemple, d'avoir un ralenti en plein milieu de l'action, ça va créer un décalage où en gros le moment où on pensait que le coup va arriver va se retrouver retardé, comme dans Vivi par exemple c'était des ralentis, c'était des enchaînements de ralentis et d'accélérés, et en gros ça dédouble un peu l'impact, ça dédouble les réactions suscitées chez le spectateur, parce qu'on a dans un premier temps, on a l'impression un peu de tomber dans le vide, parce que le coup qu'on pensait qui va arriver finalement n'arrive pas à cause du décalage, et puis on a un deuxième impact qui est le moment où le coup arrive réellement, bah on s'y attend pas en fait, et c'est ça, avec un simple décalage, que ce soit un enchaînement d'accéléré, de ralenti ou un cut, on peut créer 2 fois plus d'impact chez le spectateur. When I first shot punch somebody from here, boom, but I'm cut from here. The second shot, I'm from here again, boom. That's a touch point. But for the reasonable, it's not reasonable because the first punch for the editing, boom, should be here. But no, I'm start from here, here. But 2 shots combined, this is zone. That's the power. And you let the audience, it's a 1 shot, it's not 2 shots. They're more clear to see what are you doing. You're not cheating. I never move my camera. Always steady, wide angle. Let him see I jumping down, I do the flat, I do the fall.
Et on voit clairement la différence entre des scènes d'action qui créent du décalage d'anticipation et des scènes d'action qui n'en créent pas. Parce que dans les scènes d'action qui créent ce décalage-là, on a vraiment l'impression que la scène et que l'action, elle a une masse. On a l'impression de voir un objet lourd qui bouge, qui se déplace, qui a des actions, des réactions. On a beaucoup ça dans les productions du Ufotable, notamment dans Fate Stay Night Heaven's Feel, dont j'aurais bien aimé parler, mais bon, je vais pas parler parce que c'est un peu compliqué d'avoir des extraits de ce film-là sur YouTube. Mais dans le 3, dans le combat entre Saber Alter et Ryder, toute l'action en permanence, on a l'impression d'observer un objet qui a un véritable poids. On a vraiment l'impression que l'animation a un poids. Et dans d'autres scènes d'action, comme, je sais pas, des scènes d'action de One Punch Man, par exemple, qui sont beaucoup moins axées sur une véritable action, mais plus sur de la comédie, bah, on aura beaucoup moins ces impressions-là. C'est parce que dans des trucs comme Fate Heaven's Feel 3, il y a en permanence des trucs comme ça, des décalages d'anticipation, et pas forcément qu'avec des ralentis. Et donc, pour en revenir à Fate Stay Night Unlimited Blade Works, qui a vraiment beaucoup de ces trucs-là de décalage d'anticipation, parce que dans le combat de l'épisode 1, on a en permanence ces alternations entre des zooms agressifs et des ralentis. Ici, on a par exemple, on a Lancer qui fonce vers Archer et la caméra qui s'arrête subitement comme s'il allait porter un coup. Puis non seulement, après une scène accélérée, on a un ralenti qui nous fait louper le timing du coup qu'on pensait qu'il allait arriver en fait. Et boum, il arrive beaucoup plus tard. Et donc ça crée un deuxième impact. Avec un seul coup, on a deux impacts. Et c'est ça qui crée vraiment de la masse parce que ça simule un peu l'effet d'action-réaction et d'anticipation et de contre-coup quoi. Et d'ailleurs, ça va un peu appuyer dans ce sens-là parce que, comme on l'entend, la bande-son, elle va fort dans ce sens. On a du silence, puis un gros bruit de ce que je ne peux qu'imaginer être des cuivres, enfin des instruments très graves. Et c'est ça en fait qui crée de la masse. Et entre autres, à part les ralentis, parce que pour le décalage d'anticipation, des ralentis, ça bah on vient d'en voir plein dans le combat de Vivi. Mais un truc que moi j'ai pas eu l'impression de voir régulièrement en dehors des productions Ufotable, donc des Anime Fate, c'est ce qu'ils aiment bien faire, c'est des espèces de feintes où en gros le personnage va commencer son coup, puis il va le louper et le redonner une deuxième fois. Donc ici, on a Lancer qui est plus ou moins centré dans le plan, c'est-à-dire que Archer il est beaucoup plus proche du hors-champ que Lancer, et en plus la position de Lancer nous fait déjà anticiper le prochain coup qu'il va donner, donc il est en train de mettre sa lance au-dessus de lui, et on voit bien qu'il va utiliser ses épaules comme levier pour donner de la force à son coup. Et donc on anticipe le coup arrive avec du retard, mais en plus on a une première rotation avec quand même des effets de particules et tout qui nous donne l'impression qu'il a donné un coup, et le véritable coup, hop, il vient seulement, même, je pensais que ça allait être 2 fois, mais même 3 fois plus tard. Donc ça, voilà, il y a 3 voire 4 décalages d'anticipation qui donnent vraiment beaucoup d'impact et beaucoup de masse à son coup. Et comme on le voyait dans l'interview de Jackie Chan, par exemple ici, bah, on a Lancer qui donne son coup de nouveau avec cet élan, ce ralenti. Et donc la lance va bien au-delà de la caméra. On a cette espèce de délai qui donne un double impact au coup. Puis on les voit même changer de place, enfin bref, c'est très dynamique et ça donne beaucoup de poids à l'action. Autre chose de très intéressant qui a un peu rien à voir dans cette scène, mais c'est que ici on a le mouvement corporel de Lancer qui imite un peu un mouvement animal. On a son dos qui se redresse, on dirait un peu un félin, quoi, un jaguar. Et il y a beaucoup de plans dans l'animé sur Lancer qui imitent un peu ce côté animal et justement qui sont beaucoup plus impactants que d'abuser de monologues pour créer des parallèles qui sont vraiment pas nécessaires. Et autre chose qu'on a beaucoup dans cette scène-là aussi pour créer ce décalage d'anticipation, c'est des mouvements de caméra avec en fait aucune action qui se passe à l'écran, mais voilà un plan de caméra, enfin un mouvement de caméra qui va induire la prochaine attaque, le prochain mouvement. Et ça aussi c'est essentiel pour donner de la puissance à un coup et pour impliquer le spectateur à un niveau presque sensoriel en fait. Comme par exemple ici dans cette scène de Fate Apocrypha, voilà, on voit Ruler qui fonce vers Archer. En fait, ici, elle fait qu'un seul mouvement pour donner de l'élan à sa lance avant de donner le coup, mais ce qui donne un deuxième élan, ce qui donne vraiment une deuxième masse à son arme, c'est le fait que la caméra se rapproche et qu'il y a un mouvement qui est relatif. Autre exemple de ce type de mouvement, c'est dans le combat de Levi versus Kenny, où on a cette super belle animation, et où ici par exemple au moment où il glisse du toit, la caméra tombe littéralement beaucoup plus vite que lui pour créer, alors que en soi Levi il fait un seul mouvement, il fait une seule chute, bah ici on dédouble l'impact avec d'une part Levi qui s'éloigne de nous alors qu'il fait pas réellement de mouvement en arrière, mais il s'éloigne par rapport à la caméra, ce qui donne de l'élan au prochain mouvement qui est celui de la caméra qui s'arrête et Levi qui retombe vers la caméra. Donc ça crée un peu un mouvement, qui n'est
pas réel, c'est un mouvement qui est induit par la caméra. Et puis par contraste, ici on a un mouvement qui est bien réel, qui est celui de Levi qui prend son élan. Et donc le fait de jongler comme ça entre des vitesses relatives et des vitesses absolues, donc des vitesses qui sont réelles, ça permet de créer des mouvements qui sont différents, qui sont perçus différemment par le spectateur, sans vraiment qu'il puisse mettre le doigt dessus, parce que ici on est que dans des choses qui sont irrationnelles et sensorielles. On crée des mouvements qui sont fondamentalement de nature différente et qui enrichissent la scène en alternant entre ces deux types de mouvements en fait. Ensuite, ce que j'aime beaucoup dans cette scène de Levi versus Kenny, c'est qu'on a vraiment un peu l'archétype des scènes d'action, c'est-à-dire un espèce de plan séquence. Bon, c'est pas du tout un plan séquence, mais vous voyez ce que je veux dire par là. C'est un plan dynamique avec un plan beaucoup plus long que d'habitude, avec beaucoup de mouvements caméra. Le genre de plan qu'on voit souvent dans les scènes d'action et qui sont souvent fort appréciés, fort mis en valeur, etc. Comme notamment dans Demon Slayer, sur lequel je reviendrai plus tard. Et en fait, le problème avec ces plans dynamiques, c'est que dans la plupart, ils sont complètement fades parce que le fait de bouger la caméra dans tous les sens, en fait, c'est pas ça qui peut donner de la masse à l'action, c'est pas ça qui peut créer de l'action, c'est pas ça qui peut créer de la dynamique ou du mouvement en fait. Et justement, ce que j'aime autant dans cette scène, c'est que c'est bien fait. Ça nous montre en fait comment la caméra est censée se comporter pour réussir ce type de scène. Et donc, comme on peut le voir, la caméra elle bouge énormément, elle change plein de fois d'angle, etc. Mais à chaque fois, c'est que des mouvements qui sont pertinents. Ici, la caméra effectue un premier mouvement vers le bas parce que Levi est en train de tomber, puis elle se redresse toujours parce que Levi est en train de se redresser, et elle fait des légères rotations de gauche à droite au moment où Levi esquive les tirs, tout en plaçant justement les zones d'impact au centre de l'écran pour prioriser en fait l'information. Ce que je veux dire par le fait que les mouvements de caméra dans un plan dynamique doivent rester pertinents, c'est qu'ils doivent être au service de l'information. Qu'un mouvement de caméra, une rotation, une translation, etc., ça peut jamais vraiment exister juste pour faire joli, juste pour créer du mouvement, parce qu'en fait ça crée aucun mouvement. Le mouvement il est là quand la caméra se déplace pour nous apporter une information qui aurait pas pu arriver si elle s'était pas déplacée. C'est ça qui crée vraiment quelque chose de vivant dans le plan. Et ici la caméra, hop, au moment où Levi se retourne, la caméra se retourne aussi, tout juste suffisamment pour qu'on puisse brièvement apercevoir l'ombre des tireurs qui jusque-là étaient immobiles. Donc on a un mouvement de caméra qui est super pertinent et qui crée vraiment de l'action. Parce que dans ce genre de plan, c'est l'information qui crée l'action et pas bêtement le mouvement de caméra. Ici, il y a ce moment où elle reste au milieu de la rue et elle tourne seulement vers la droite au moment où Levi esquive pour qu'on ait à la fois Levi qui est au centre du plan mais aussi les impacts de balles. Donc à chaque fois, on priorise les informations. Au moment où il fait un espèce de salto autour de la boîte en carton, de nouveau la caméra se redresse légèrement pour qu'on aperçoive rapidement les assaillants. En fait, à chaque fois que Levi il se retourne rapidement pour checker derrière lui, c'est là que la caméra va en profiter pour nous donner une information et va en profiter pour accompagner cette information d'un mouvement qui va créer la dynamique. Ici, hop aussi, paf, la caméra fait un gros 90 degrés, c'est pour qu'on puisse voir l'ombre de Kenny au moment où elle apparaît. Ici, pareil, on reste dans une alternance entre des mouvements relatifs et des mouvements absolus, avec ce moment où Levi est pas vraiment en train de changer de direction, mais où la caméra se rapproche de lui pour changer un peu de mouvement, pour qu'on n'ait pas tout le temps la même chose. Elle va de gauche à droite pour voir les tirs qui sont à gauche, les tirs qui sont à droite. Il y a même ce moment complètement overkill où la caméra se permet un gros mouvement juste pour qu'on puisse voir ce reflet hyper détaillé du visage de Levi qui n'apparaît que pendant quelques frames, donc qui est même pas perceptible quand on voit la scène en entier. Puis on a de nouveau ce mouvement relatif avec les pieds de Levi qui apparaissent au devant de l'écran. Hop, de nouveau, la caméra se redresse un peu au moment où l'ombre des assaillants passe au-dessus. Elle se rapproche au moment où Levi se fait une blessure au visage. Elle glisse un peu au sol en même temps que lui. Et elle se retourne complètement uniquement au moment où il tire ses grappins pour se projeter dans le bâtiment. Et on pourrait mettre cette scène en contraste avec, par exemple, la première qui vient à l'esprit, c'est celle de Demon Slayer, de Tanjiro contre l'homme araignée, Rui, que tout le monde adore et que j'adore évidemment aussi parce que la musique est belle et l'animation est belle, mais fondamentalement, il n'y a pas cette attention qui est portée aux informations. La caméra est un peu trop libre, elle bouge un peu trop sans vraiment qu'il y ait de réelle action pour appuyer ses mouvements. Et voilà, ça crée un plan qui est beaucoup moins impactant que celui-ci, je trouve. Un autre exemple de plan dynamique qui est vraiment réussi, c'est celui de Fate Apocrypha, le combat final de Sig contre Shiro. Et ce qui est vraiment spécial dans celui-là, déjà,
au début, le plan fait baisser la tension plutôt que de l'augmenter. Donc ça va dans le sens de l'effet de contraste, de l'effet de montagne russe dont j'ai déjà parlé plus tôt. Et généralement, en fait, les plans dynamiques comme ça, ils vont avoir tendance à faire diminuer la tension dans un premier temps, puisque on vient de passer d'une scène avec beaucoup de cuts par seconde, des plans très très courts, très agressifs, très dynamiques, à un seul plan qui dure. Il y a une scène à laquelle je pense dans Fate Babylonia où justement ils utilisent ce plan long, un plan dynamique, pour justement faire diminuer la tension avant de pouvoir redémarrer, pour créer un break et pour créer un contraste, pour pas que le rythme devienne ennuyeux. Et donc ici, ce plan dynamique qui est particulièrement long va démarrer en faisant baisser la tension, puis progressivement la faire revenir. Et ce qui est vraiment intéressant dans celui-ci, qui est totalement différent de celui de Levi, c'est que ce plan-ci, il est vraiment toute la narration de ce plan, tout le rythme est centré autour du son. Et en fait, dans l'animation, et particulièrement dans l'animation japonaise, le sound design, c'est quelque chose qui est vraiment sous-estimé et vraiment mis de côté, alors que c'est limite plus important que l'animation. Ce que je veux dire par là, c'est que un bon sound design apportera plus à une mauvaise animation qu'une bonne animation apportera à un mauvais sound design. En fait, en animation, le but, c'est de donner des informations qui ne sont pas réelles, on observe une image en 2D et on essaye d'expliquer au spectateur en quoi la matière qu'il regarde est conçue, quel est son poids, quel est son centre de masse, des choses comme ça. Et en fait, le son est capable de transmettre beaucoup plus d'informations que le visuel sur la composition, sur l'interaction avec l'environnement et tout un tas de choses comme ça. Et donc ici, conformément à ce que j'avais dit dans le plan de Levi, qui est super important pour les plans dynamiques, tous les mouvements de caméra sont pertinents vis-à-vis de ce qui se passe. Il n'y a pas de mouvement de caméra qui est un peu freestyle, juste pour faire stylé. Et donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment ici le son qui est au cœur du plan. Il y a vraiment, le son crée vraiment toute l'histoire dans ce plan-ci, en fait. On entend principalement les deux lames qui entrent en contact, mais si vous écoutez bien, les sons sont en train de changer en permanence. C'est comme si les lames n'arrêtaient pas de changer de forme, de composition, de masse, etc. Une fois, on a un bruit qui est lourd, une fois, on a un bruit qui est sec. Une fois on a un bruit qui est creux, une fois on a un bruit qui est étouffé, une fois un bruit aigu. On n'a jamais deux fois le même type de son et le résultat c'est quelque chose de très intense, de très dense, de très rythmé. Et c'est autour de ça en fait que la caméra va se centrer, puisqu'il y a ce mouvement de caméra super rapide qui arrive en même temps qu'on a ce son aigu, alors que on vient d'avoir plein de bruits beaucoup plus graves et beaucoup plus creux avec un plan de caméra vu du dessus. Et là quand on a des bruits plus courts, plus rapides, moins bruyants, la caméra fait des gestes plus petits, plus subtils. Et en fait, on s'en rend vraiment compte quand on regarde la caméra en muet, parce que là, on a carrément l'impression que la scène n'a plus rien, en fait. Sans le son, on a juste l'impression que la caméra se balade, sans vraiment comprendre pourquoi, parce que c'est vraiment tout le son qui crée l'histoire dans ce plan. L'animation reste lisible, mais elle n'est pas aussi riche. Elle est simplifiée, elle est exagérée, pour justement mettre le son au devant de la scène. Et évidemment, on continue de varier les effets. Il y a plein d'autres choses qui sont super intéressantes à dire dans cette scène. Ici par exemple, il y a ce coup d'épée donné par Sig qui est vraiment, que moi en tout cas je ressens vraiment comme quelque chose de puissant, et c'est vraiment grâce à cette petite frame là où on voit en gros rapidement la main de Sig qui tient le bas de l'épée s'ouvrir, et ça justement ça indique qu'il y a une force de levier, que avec son bras gauche il est en train de pousser le bas de la lame, et ça crée une brusque accélération, et ça donne de la puissance au mouvement, enfin ça donne une puissance à notre perception du mouvement. Ensuite, on a de nouveau comme dans le combat de Vivi et Kakitani, mais là c'est uniquement sonore. On entend que Shiro, il est en train de faire des petits sauts dans l'eau. C'est une forme de riposte en fait. L'énergie qu'il a utilisée pour reculer et esquiver le coup, il la garde pour l'utiliser pour riposter. Ça nous donne des informations sans avoir à passer par le dialogue ou le monologue. Donc voilà, ce qui a vraiment attiré de tous ces plans dynamiques, ces espèces de mini plans séquences, c'est que le rôle de la caméra est super important, mais il doit toujours rester pertinent, il doit être justifié. Et comme dans n'importe quel autre plan, s'il n'est pas centré sur l'information de l'histoire, un mouvement de caméra comme ça qui n'est pas justifié, ça brise un peu le quatrième mur. Enfin, c'est pas vraiment que ça brise le quatrième mur, mais ça crée un décalage, il y a quelque chose qui fonctionne pas.
Et une autre très bonne scène d'action où on peut vraiment voir l'ampleur et l'importance qu'a la caméra dans la construction de la scène, dans la construction de la narration et dans le dialogue avec le spectateur, dans la façon dont il perçoit les informations et dans la façon dont il perçoit la scène, c'est le combat de Asuka contre les Eva de série dans le film The End of Evangelion. Ce combat-ci, ça va un peu être l'inverse de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant parce que on est dans un combat de géants et donc on est dans des mouvements qui sont nécessairement beaucoup plus lents, beaucoup plus lourd et du coup il faut utiliser d'autres stratagèmes, d'autres techniques pour créer quelque chose de dynamique, de puissant, d'impactant, puisque on peut plus uniquement se baser sur l'élément de vitesse qui, dans tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, est quand même un des outils les plus utilisés pour créer quelque chose justement de dynamique. Et donc la façon dont il se démerde ici pour créer un combat qui a de la puissance, qui a de l'impact et qui a du poids, sans devoir se reposer sur la vitesse, c'est avec d'une part la caméra, et il va falloir vraiment prêter attention au mouvement de caméra parce que comme ils peuvent plus se baser sur la vitesse, ce qu'ils vont essayer de faire ici, c'est d'exploiter la masse de ces robots géants qui pèsent des milliers de tonnes, et ça ils vont le faire avec uniquement la caméra en la faisant se comporter comme si elle était un peu attachée au centre de masse. En fait, elle a des mouvements hyper rapides et incontrôlables, c'est comme si la caméra luttait contre son propre poids, mais surtout contre le poids de l'action exécutée par les Eva. Et voilà, dès qu'il y en a un qui tombe au sol, la caméra a presque l'impression de tomber aussi, mais pas comme si c'était un simple objet, comme si c'était une énorme masse avec un centre de masse complètement déséquilibré et qui du coup, au moindre choc, commence à se balancer dans tous les sens et à presque plus être capable de regarder au bon endroit, quoi. En fait, la caméra arrive à peine à rester sur le centre d'attention tellement elle lutte contre le poids des robots. En fait, on a presque l'impression d'être dedans parce que la caméra, d'une certaine façon, c'est le regard du spectateur. Et donc, puisque la caméra est en train de lutter contre cette espèce de masse fictive qui n'existe pas vraiment, on a nous-mêmes l'impression de lutter contre une masse pour pouvoir continuer à regarder la scène. Et le fait que ces mouvements de caméra soient si bien synchronisés avec les mouvements des robots, ça nous donne l'impression que nous-mêmes, on est en train de lutter contre la gravité, contre la masse de ces robots pour pouvoir continuer à suivre la scène correctement. En fait, la scène devient presque lourde et difficile à regarder. Et c'est appuyé par le fait que Asuka elle-même vit aussi ce phénomène, mais du coup on le ressent de deux façons différentes, via la caméra et via Asuka qui elle-même doit physiquement lutter contre le contre-coup de chaque mouvement de son robot. Et ce qui est aussi super intéressant dans cette scène, c'est que de nouveau, puisqu'on n'a pas la vitesse pour créer un choc, pour créer une surprise chez le spectateur avec des mouvements qui sont rapides, qui sont brusques et qui sont surprenants, en fait là ils vont faire tout l'inverse de ce qu'on a d'habitude, qui est que pour créer un choc, un mouvement, un coup qui a de l'impact, ils vont beaucoup moins se focaliser sur le coup en lui-même et ils vont se focaliser sur le contre-coup. C'est-à-dire que voilà, là, on a les deux lames des robots qui se croisent un instant, et puis on a presque 10 fois plus de temps qui est consacré au contre-coup. Donc en fait, c'est pas le plan des lames qui se croisent qui est lourd, c'est le fait que après ce simple plan, il faut plusieurs secondes pour pouvoir continuer. Donc d'une certaine façon, c'est pas la façon dont le coup est filmé et réalisé et animé qui est important, c'est surtout les plans qui vont suivre, qui vont définir comment nous, on ressent l'impact et le poids de cette action-là. Et même dans les plans suivants, parce que ici, on a Asuka qui donne un premier coup avec l'Eva qui riposte, elle lutte contre le contre-coup pendant 3 fois plus longtemps que ce qu'il lui a fallu pour le donner. Et en fait, toute cette masse qui a été projetée derrière elle par le premier coup, qui est le contre-coup, elle l'utilise dans sa deuxième attaque. Donc d'une certaine façon, c'est plus le contre-coup de sa première attaque qui va vraiment terrasser l'Eva de série plutôt que l'attaque d'Asuka en elle-même en fait. C'est toute cette masse accumulée sous la forme de chaque plan qu'on voit qui est consacré justement aux conséquences de chaque mouvement qu'ils exécutent et aux répercussions que ça a sur la masse de ces immenses robots qui sont du coup par conséquent très très lents et très très lourds. Ok, alors on a vu pas mal de choses intéressantes, mais là il est temps de passer aux choses sérieuses, parce que j'ai gardé le meilleur pour la fin. Maintenant, on va voir, tenez-vous bien, le combat de Nezuko versus Daki dans Demon Slayer saison 2. Et ça, je peux vous dire que c'est une petite pépite. Et on commence direct avec quelque chose de super intéressant, qui est cette espèce d'effet d'écho qu'on voit quand même assez souvent dans l'animation japonaise, où on a le même coup qui va être répété 2, 3, parfois même 4 fois, comme pour créer un espèce d'impact.
Et en fait, ce qui est compliqué avec ce plan, c'est que la plupart du temps, quand on le voit, ça finit toujours un peu par avoir l'effet inverse de ce qui était l'intention d'origine. À savoir que, en fait, je devrais même pas avoir à vous expliquer pourquoi répéter la même action 3 fois de suite, ça devient ennuyeux pour l'œil et pour le spectateur. Et évidemment, le but d'un plan en écho, c'est d'appuyer un moment qui a beaucoup d'impact et qu'on le revoit plusieurs fois. Mais c'est fondamentalement destructeur pour toute la tension et surtout pour toute la surprise en fait, parce que on n'a pas besoin de voir 3 fois le même plan. En fait, le répéter, ça va pas le rendre plus intéressant à chaque fois. Il faut trouver une manière, c'est ça que je veux dire, il faut trouver une manière de le rendre plus intéressant à chaque fois si on veut vraiment exploiter cet effet-là. Et c'est jamais vraiment fait, j'ai l'impression, correctement. J'ai regardé il y a pas très longtemps Cyberpunk Edge Runner, et dans Cyberpunk Edge Runner, qui est un super animé, mais il y a beaucoup de ces plans-là, et à chaque fois, ils sont juste ennuyeux, ils cassent le rythme, et ils sont un peu intrusifs, quoi. Et ici, justement, ce qui est super intéressant, c'est que on va pouvoir voir quelles sont les fondamentales de ce type de plan-là, comment le réussir ou comment ne pas le réussir. Donc, ce qui va être essentiel dans des plans comme ça, des plans en écho, encore une fois un terme que j'ai inventé, mais on se comprend. Ce qui va être essentiel, c'est de faire venir l'information progressivement. Comme avec la caméra dans les plans dynamiques, c'est la façon dont l'information vient au spectateur. C'est ok de répéter 3 fois le même plan, ça peut être intéressant, ça peut être cool ou quoi, mais il faut surtout pas répéter 3 fois la même information. Et ici, on voit que c'est correctement effectué parce que, alors déjà, on commence avec un effet de break pour l'anticipation, comme en musique, c'est très discret, mais on a un espèce de bruit de vent comme ça, qui s'arrête et qui crée un silence en même temps que Daki finit sa phrase pour justement donner de l'impact au premier coup. Et donc, dans le premier coup, on ne voit pas le corps de Nezuko, on peut pas savoir que c'est elle. Dans le deuxième plan, on voit sa silhouette, son ombre, donc on voit son corps, mais on sait toujours pas vraiment qui c'est. Et dans le troisième plan, on reconnaît carrément son visage et son corps. Donc d'une part, il y a l'information qui arrive progressivement, qui permet au plan de rester intéressant tout en exploitant cet effet d'impact de répéter 3 fois le même coup. Mais en plus, il y a aussi une attention qui est portée au mouvement de caméra, parce qu'ici, on fait une rotation de 90 degrés parce qu'on passe de son dos à son profil. Dans le deuxième, on a de nouveau une rotation de 90 degrés parce qu'on passe de son profil à deux faces. Mais dans le troisième, on fait pas à nouveau une rotation 90 degrés parce que ce serait, d'une part, ce serait trop facile, et d'autre part, c'est un mouvement qui devient répétitif et ennuyant. Le premier et le deuxième, c'était ok parce que dans le premier, le premier mouvement de caméra était discret parce qu'il n'était pas accompagné d'un coup. Le deuxième mouvement de caméra est moins discret parce qu'il accompagne la suite du plan en écho. Et c'est justement pour le troisième que ça devient crucial de pas répéter le même mouvement. Et du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un dézoom qui permet non seulement de rendre le plan plus intéressant, mais aussi de se mettre dans une position où Nezuko est au-dessus de Daki pour créer un sentiment de menace et de domination. Ce qui est aussi super important, c'est de varier l'effet sonore du coup. Et ça, c'est vraiment, dans les animés, comme je l'ai dit, le sound design est beaucoup trop mis de côté parce que y a rien de pire pour une scène d'action que de répéter plusieurs fois le même son. Donc ici, on a le premier et le deuxième qui sont les mêmes, mais c'est des sons qui sont étouffés vu que le plan est coupé pour revenir en arrière. Et le troisième va au bout du truc. Donc il y a aussi une attention qui est portée au niveau du sound design pour garder le plan intéressant. Et des bonnes scènes avec une super bonne animation qui sont complètement tuées par un sound design fondamentalement mauvais, il y en a plein auxquels je pourrais penser, notamment même dans la saison 1 de One Punch Man qui est une super bonne production. Le combat de Saitama versus le Cyclope à la fin de l'animé, il y a trop de scènes où juste on a 4 à 5 fois de suite le même effet sonore et c'est complètement destructeur pour la scène.
Et par exemple, dans les films Monogatari, c'est pareil, il y a plein de combats dans les films Monogatari où on a juste le même son en boucle et en boucle. Et c'est juste mauvais, c'est terrible. On se rend pas compte à quel point le son est important et comment il crée beaucoup plus de choses que l'animation en fait. Et même ici, voilà, Daki, elle se prend le coup, après elle roule, mais il y a quand même ce moment où elle se prend des fils de tension qui créent un son complètement différent, qui garde une scène intéressante, autant au niveau visuel qu'au niveau de la mise en scène, mais surtout qu'au niveau du son. Et alors ici, c'est ici que ça va devenir vraiment intéressant, donc je vais avoir besoin que vous soyez particulièrement attentifs, parce que donc c'est la musique qui va donner tout l'élan du début de cette scène d'action qui est vraiment super puissant. Donc on a Nezuko qui fait un saut, un deuxième saut, et puis voilà, il y a cette espèce de, il y a quelque chose de très lourd et de très fort dans ces quelques plans, et en gros, la raison pour ça, c'est que la musique va, sans qu'on s'en rende compte, créer beaucoup d'anticipation, un peu à la manière de l'épisode 6 de la saison 2 d'SNK que j'ai déjà analysé sur la chaîne, en nous préparant à l'avance à ce qui va se passer. Donc, on va écouter la bande son. On a deux mélodies. On a une première mélodie qui fait Sol, Fa, Sol, Do, La dièse, Fa, Sol. Donc on a la première mélodie commence par Sol et elle termine par un Sol. Et la deuxième mélodie commence aussi par un Sol. Donc ça nous donne l'impression que la mélodie se répète. Sauf qu'on a un énorme décalage. Sur la deuxième note qui est un Sol dièse, on change de BPM. Donc ça, changer de BPM en plein milieu d'une musique, ça crée en fait, ça permet de créer un décalage de tension, comme ce dont j'avais parlé avec l'animation, où inconsciemment fixé sur le BPM, on s'attend à ce qu'une note arrive, et en arrivant plus tôt, elle nous surprend, et en plus, elle nous fait louper celle qu'on pensait qui allait arriver, qui va pas arriver vu qu'on a changé de BPM. Et ensuite, la troisième note est un La dièse qui correspond au La dièse de la première mélodie. Donc en gros, là où moi je veux en venir avec tout ça, c'est que le premier temps annonce un cycle avec la première note en Sol et la dernière note en Sol, pour nous faire anticiper une répétition de la mélodie. Sauf que là, on commence avec le même Sol, qui accompagne le premier saut de Nezuko. La deuxième note, qui est un Sol dièse, accompagne son deuxième saut. Et donc, ça crée aussi une anticipation au niveau du coup qu'elle va porter. On s'attend à ce que la troisième note, puisque les notes sont tout le temps annonçatrices du prochain coup de Nezuko, on s'attend à ce que la troisième note annonce également son coup de pied. Sauf que, justement, le changement de BPM nous fait manquer le timing et crée un décalage d'anticipation, parce que le coup qu'on pensait qui va arriver n'arrive pas au moment auquel on a été conditionné par la première mélodie, et c'est même appuyé par ce plan fixe de Nezuko qui a un peu, finalement, l'air d'être là pour rien, mais qui est là justement pour créer ce vide, cette sensation de louper nous-mêmes le timing. Et hop, on a la troisième note qui arrive sur le plan de Daki, et donc c'est là qu'on comprend que c'est Daki qui va donner le premier coup. Et en même temps que l'action commence, la deuxième mélodie démarre vraiment avec les tambours en fond qui étaient jusque-là pas présents. Et ici, ça va devenir aussi super intéressant et super dense parce que on va de nouveau avoir tout ce dont j'ai précédemment parlé avec les accélérations tangentielles, les forces centripèdes, etc. pour créer vraiment un mouvement qui a de la force et un mouvement qui a du poids. Dans ce plan-ci, on a Daki qui va accumuler de la vitesse pour projeter Nezuko avec le plus de force possible, et il y a vraiment plein de trucs super astucieux qui sont employés dans ce plan pour créer un mouvement particulièrement puissant et rapide. Alors on commence avec le plan de caméra qui crée déjà une anticipation parce que on s'attend à ce que Nezuko soit éjectée à chaque fois qu'elle frôle le bord de l'écran, puisque c'est là qu'on perçoit le plus la distance qu'elle parcourt. Le truc, c'est que l'accélération de Nezuko, elle est constante, mais en fait, ce qui va de nouveau donner de plus en plus de masse et de puissance au coup, c'est le mouvement de caméra. Parce que ici, Nezuko frôle une première fois le côté gauche de la caméra, puis elle arrive à droite, et donc on s'attend à ce qu'elle soit éjectée
éjecter la prochaine fois qu'elle frôle le côté gauche, qui nous surprend en arrivant beaucoup plus tôt que prévu puisque la caméra va elle-même continuer de tourner dans le sens opposé à celui de Nezuko. Et en fait, ce mouvement de caméra, on s'en rend pas compte parce que Daki, elle tourne autour de son point de rotation qui est son bassin. Et en fait, elle fait toujours face à la caméra. Ici, on voit qu'elle nous fait face. Et ici, alors que la caméra vient de tourner sur elle-même, Daki fait toujours face à la caméra. Donc, il y a une triple rotation. Il y a le mouvement de rotation de Nezuko autour de Daki. Il y a le mouvement de caméra qui va dans le sens inverse pour créer encore plus de vitesse de notre point de vue. Et puis, il y a le mouvement de Daki qui elle-même tourne pour continuer à faire face à la caméra, pour dissimuler le mouvement de la caméra et pour que nous, inconsciemment, on aille assimiler la vitesse de la caméra à la vitesse de Nezuko. Et donc, une fois que la caméra a subitement accéléré notre perception de la vitesse de Nezuko, il y a un autre décalage d'anticipation qui se crée parce que Nezuko disparaît derrière la caméra. Et puis, on passe au plan suivant qui, là où on s'attendait à ce que le prochain moment où Nezuko pourrait être éjectée soit des prochains 90 degrés vers la droite, en fait, la caméra va venir elle-même d'un seul coup compléter ces 90 degrés en se déplaçant dans le dos de Daki. Ce qui non seulement a pour effet de nous surprendre, mais en plus, ça permet de créer un mouvement constant, c'est-à-dire que dans le plan précédent, à la fin du plan, Nezuko se déplaçait de gauche à droite, et donc elle aurait dû, au moment où elle est projetée, continuer ce mouvement-là, mais en se plaçant derrière Daki, la caméra crée une rupture en inversant complètement les directions vu que la caméra vient de tourner de 180 degrés. Et donc ça crée un choc aussi au niveau des directions qui donne énormément d'impact au coup. Ajoutez à ça qu'à la fin du mouvement, on peut brièvement voir que Nezuko, en plus d'être projetée, glisse le long du ruban et ça, c'est un très bon exemple d'accélération tangentielle, comme avec les trébuchets, qui est un phénomène qui donne énormément de vitesse, mais qui est aussi, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, très perceptible pour l'esprit humain, et donc qui donne beaucoup d'impact à la scène du point de vue du spectateur. Ensuite vient la partie finale, où on a de nouveau un espèce de plan en écho, avec ce premier plan où Nezuko disparaît, où on a quand même un petit effet d'onde de choc qui permet de suggérer la direction qu'elle prend. Et ensuite, on a deux plans en écho, mais de nouveau, il y a une segmentation de l'information pour pas rendre le plan inintéressant, où dans la première partie, on est quasi parfaitement aligné avec l'axe Z de Nezuko, qui fait qu'on perçoit le mouvement rectiligne du corps de Nezuko vers Daki, mais on a un peu du mal à comprendre les positions de ses jambes. Et dans le deuxième plan, on est parfaitement aligné avec son axe Y, qui permet difficilement de comprendre sa position, mais qui nous fait très clairement voir la position de ses jambes et donc l'anticipation du coup qu'elle s'apprête à porter. Donc en fait, ces deux plans, pour un seul mouvement de Nezuko, les deux plans sont complémentaires parce qu'on n'est pas capable de comprendre l'ensemble de son mouvement avec soit un, soit l'autre. Il nous faut les deux pour pouvoir bien la situer dans l'espace et bien situer ce qu'elle s'apprête à faire. Et c'est ça qui permet de créer un écho qui a de l'impact tout en le gardant intéressant. C'est en segmentant l'information, en rendant chaque plan important pour les autres. Et ensuite, on a cette partie que j'adore, avec Daki qui pousse un cri complètement immonde. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi de temps en temps dans les animés, et qui est malheureusement pas suffisamment exploité, je trouve. C'est aussi de créer de la puissance dans le jeu d'acteur. Et en fait, dans les animés, les personnages ont trop souvent tendance à s'engouffrer dans des monologues, que ce soit quand ils sont persuadés de gagner, ou quand ils sont sur le point de perdre, ils sont toujours en train de parler, ils ferment jamais leur gueule. Ok. Et en fait, ça ne crée rien dans une scène d'action. Un monologue, ça ne peut rien créer. Et en fait, le seul moment auquel je peux penser où un monologue comme ça d'un vilain peut être intéressant, c'est justement quand on a une scène comme celle-ci juste après, pour créer en fait du contraste entre d'un côté la voix du personnage qui réagit à des pensées rationnelles et à des idées, et d'un autre côté la voix du personnage qui réagit à purement de la douleur
et une réaction instinctive du corps en fait. Et c'est dans ce contraste-là que le monologue peut éventuellement prendre son sens. Mais dans tous les autres cas, c'est juste fondamentalement ennuyeux d'un point de vue de l'action. Et on retrouve ça par exemple dans le combat de Sig versus Levi dans la saison 3 partie 2, où évidemment Sig il est dans ses monologues de super vilain, et puis paf, Levi vient lui péter la gueule, et on a ce super jeu d'acteur du moment où Sig surgit du corps du bestial en hurlant de douleur, alors qu'il vient de passer les 15 dernières minutes à nous raconter sa vie en monologue. C'est ça qui crée un bon contraste, mais ça pourrait pas être aussi impactant si on n'avait pas un bon jeu d'acteur, et en fait cette sensation que le personnage tombe vraiment de haut et qui revient à la réalité, à quelque chose de fondamental, à sa condition présente. C'est également ici appuyé par un super effet sonore, qui a aussi beaucoup d'informations, parce qu'il commence doucement en créant de l'anticipation, et puis il arrive avec un son fracassant. の一つ覚えね。次は首よ。Et voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like, blablabla, abonnez-vous, mettez un commentaire, blablabla, tout ça. En attendant, on se dit à la prochaine.